Madrid. La nuit de la vengeance silencieuse. Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds sans pouvoir crier? Imaginez que votre monde, construit avec sueur et ambition, s'effondre soudainement à cause d'une vérité cachée. Une vérité que vous avez vous-même méprisée. Ce soir, au cœur de Madrid, un homme l'apprendra de la manière la plus brutale. Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des étoiles furieuses, aveuglants, mais pas autant que l'humiliation. Cette soirée devait être le triomphe de Rodrigo, mais il l'avait transformé en calvaire pour sa femme, Ana. Debout sur les marches du musée du Prado, au lieu d'entourer Ana de son bras, il le fit avec Irina, sa maîtresse, laissant les photographes capturer la trahison flagrante. Rodrigo sourit, chuchotant à Irina. « Essaie de suivre le rythme, Ana. Ici se trouvent les vrais joueurs. » Il pensait que sa femme n'était qu'une toile de fond silencieuse, simple, issue d'une vieille fortune. Il pensait qu'elle n'était personne. Mais dans 2 heures, un roi monterait sur scène, et Rodrigo découvrirait que la personne qu'il venait de rejeter était la seule à posséder son monde entier. Le penthouse sur le Paseo de la Castellana était un monument de verre, d'acier et de silence. C'était le monument que Rodrigo Torres s'était élevé à lui-même. Pour sa femme Ana, c'était une prison belle et stérile, perchée 48 étages au-dessus d'une ville qu'elle ne pouvait toucher. Ana traça le bord d'une tasse de thé en porcelaine, le soleil du matin illuminant l'espace coûteux et vide autour d'elle. Chaque objet de l'appartement de 30 millions d'euros avait été choisi par le décorateur de Rodrigo pour hurler « nouveau riche ». Des sculptures chromées, des canapés blancs immenses et vides, et de l'art abstrait bruyant qui ne disait rien. Sa seule contribution, un petit paysage hollandais tranquille du XVIIe siècle, était relégué dans son dressing, que Rodrigo appelait le musée. Rodrigo Torres, fondateur et PDG d'Helios Dynamica, était un homme qui avait bâti un empire sur l'énergie solaire et une ambition pure et brutale. Il avait rencontré Ana Vargas lors d'une vente aux enchères caritatives de Sotheby's 3 ans plus tôt. Il vit une femme d'une élégance discrète et sereine, avec une connaissance de l'art et de l'histoire, qui parlait d'une bonne famille et de connexions anciennes et établies. Il vit Ana Vargas, une Vargas, des Vargas de Séville, avait-il supposé. Elle était belle, équilibrée et, surtout, modeste. Elle serait l'accessoire parfait et poli pour un homme en pleine ascension. Ana, pour sa part, voulait seulement être Ana Vargas. Elle avait grandi étouffée par le protocole, la sécurité et le poids écrasant d'un titre qu'elle n'avait jamais demandé. On lui avait accordé une année sabbatique qui s'était étendue à 2 pour étudier l'histoire de l'art à Madrid sous un nom d'emprunt et simplifié. Elle aspirait à une vie où elle pourrait être aimée pour son esprit, pour son humour tranquille, pour elle-même. Pas pour le drapeau sur la voiture de sa famille. Quand Rodrigo la courtissa, il était charmant, décidé, et semblait adorer sa nature calme. Il ne voulait pas être sous les projecteurs, avait-il affirmé. Il voulait seulement construire. Alors elle accepta de l'épouser, un arrangement complexe que son père avait sanctionné à contre-cœur. Sa famille, opératrice de l'un des fonds souverains les plus puissants et discrets au monde, voyait Helios Dynamica comme un investissement prometteur, bien que volatile. Ils avaient accepté de financer la vision de Rodrigo, canalisant le capital à travers un labyrinthe de sociétés écrans et de firmes de capital anonymes. La principale était simplement connue sous le nom de Fonds souverain eldorien. Rodrigo, aveuglé par son propre ego, croyait avoir simplement séduit un fonds européen anonyme et averse au risque.
Il n'avait aucune idée que l'actionnaire majoritaire à qui il envoyait des rapports trimestriels était, en fait, sa femme. L'année passée avait vu la pourriture s'installer. À mesure qu'Helios Dynamica grandissait, le charme de Rodrigo s'était évaporé, remplacé par une arrogance froide et coupante. Il trouva que sa tranquillité n'était plus de l'équilibre. Elle était ennuyeuse. Son sens pratique était un manque d'imagination. Son désintérêt pour la renommée était un inconvénient. Le bruit de la porte de sa chambre s'ouvrant la tira de ses pensées. Rodrigo sortit en nouant une cravate en soie noire. Il ne l'embrassa pas. Il la regarda à peine. « Anna », dit-il en tapotant son téléphone. « La voiture est en bas dans 30 minutes pour l'essayage. J'ai besoin que tu sois parfaite ce soir. Ce gars-là, c'est tout. Nous finalisons l'expansion à Hong Kong. Bonjour, Rodrigo. Je suis déjà prête. Essayage? » Elle leva enfin les yeux. Elle portait une robe simple bleu pâle. Essayage pourquoi? Pour le déjeuner des jardiniers? C'est ce que tu vas porter? Non, Rodrigo. C'est pour ma réunion du conseil caritatif de ce matin. Ma robe pour ce soir est déjà repassée. Laquelle est-ce? Exigea-t-il en marchant vers la machine à expresso. Celle que je t'ai montrée, la soie verte foncée. Rodrigo soupira, un son de déception profonde et théâtrale. Le verre. Anna, je t'ai dit qu'Irina portera un Valeriano sur mesure. Le communiqué de presse vient de sortir. Elle ira en cramoisi. J'ai besoin que tu sois à la hauteur, pas que tu t'effaces dans le papier peint. Cette robe verte te fait ressembler à une bibliothécaire. Irina. Le nom flotta dans l'air, dense et toxique. Irina Sanchez était une influenceuse des réseaux sociaux et stratège de marque qui avait rejoint Rodrigo 6 mois plus tôt. Au début, Anna avait supposé que c'était un flirt professionnel. Maintenant, c'était une romance publique. Irina était tout ce qu'Anna n'était pas. Bruyante, plastique, exigeante et complètement obsédée par la célébrité. Rodrigo, s'avérait-il, était complètement obsédé par elle. « La robe verte est appropriée », dit Anna d'une voix uniforme. Son entraînement, toute une vie, savait comment cacher le tremblement. « Appropriée ?» Rodrigo se moqua, prenant une gorgée d'expresso. « C'est ça le problème. Tu es toujours appropriée. Tu n'es jamais éblouissante. Tu n'es jamais dangereuse. Tu es simplement là. Sais-tu ce que voient mes investisseurs quand ils te regardent? Rodrigo, ils voient un inconvénient, lâcha-t-il. Ils voient une femme calme et petite souris qui ne comprend pas le jeu du pouvoir. Je recevrai le prix du visionnaire de l'année ce soir au Gala des innovateurs métropolitains. Moi. Et que je sois maudit si tu dois être à mes côtés, donnant l'impression d'assister à une réunion parents-professeurs. Appelle ton styliste. Dis-lui de trouver quelque chose. N'importe quoi. De différent. Quelque chose avec des paillettes. Quelque chose de doré. Montre un peu de peau. Essaie d'avoir l'air vivante. Ce n'est pas que... Il n'attendit pas de réponse. Il attrapa sa mallette et sortit. La lourde porte du penthouse se ferma avec un clic, résonnant dans la vaste et silencieuse pièce. On en resta là 1 minute entière. Le masque de calme demeurait, mais une seule larme traça un chemin brûlant sur sa joue. Elle avait essayé si fort d'être l'épouse qu'il voulait, la simple Anna Vargas. Elle avait caché son lignage, sa richesse, son pouvoir, tout pour être aimée pour ce qu'elle était. Et c'était le résultat. Elle prit son propre téléphone. Elle n'appela pas un styliste. Elle composa un numéro différent. Un numéro sécurisé et routé via Zurich. Une voix calme et accentuée répondit à la première sonnerie. « Sarah, bonjour. »
Bonjour, Votre Altesse, corrigea Sarah, avec une note d'épuisement dans la voix. Juste Anna, s'il vous plaît. Même jusqu'à... Ni à moins que... Anna, son assistante. Sarah se corrigea. Tout va bien? Sarah n'était pas seulement une assistante. Elle était sa dame de compagnie, une amie proche de sa vie réelle, se faisant actuellement passer pour secrétaire sociale à Madrid. Il l'emmènera ce soir, dit Anna d'une voix basse. Elle l'aura sur le tapis rouge. Le protocole, alors? Demanda Sarah. Sa voix devint soudainement totalement professionnelle. Non, pas encore, murmura Anna. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le voir par moi-même. J'ai besoin d'être absolument sûr qu'il ne reste rien à sauver. Anna, il t'humilie. Ton père. Mon père comprendra que je devais être sûr, interrompit Anna. Mais Sarah, s'il te plaît, active la contingence. Tiens l'équipe en attente, qu'il soit en ville, au cas où. En ville, c'est cela, un mouvement significatif. Il m'a traité de poids morte, Sarah, dit Anna, la larme tombant finalement sur sa main. Il n'a aucune idée de qui il a affaire. Qu'il ait sa soirée, qu'il ait son prix, qu'il l'ait, elle. Je porterai la robe verte, je serai le papier peint, et je le regarderai se détruire lui-même. Elle raccrocha. Elle se leva et marcha vers son dressing. Elle regarda au-delà de la robe verte vers la petite photo encadrée sur sa coiffeuse. C'était elle et son père, debout sur un balcon, surplombant une ville ancienne et brillante. Il était en grand apparat royal, elle dans une simple robe blanche. La légende disait « Fête nationale d'Eldoria ». « Juste un peu plus, papa », murmura-t-elle. Il a besoin d'apprendre. La Cadillac Escalade noire se déplaçait dans les rues encombrées de Madrid comme un requin. À l'intérieur, le silence était plus dense que l'humidité. Rodrigo tapait furieusement sur son téléphone, les sourcils froncés. Anna soupçonnait qu'il envoyait des messages à Irina, coordonnant leur rencontre accidentelle sur le tapis rouge. Anna, contre ses désirs, portait la robe verte. Ce n'était pas une robe de bibliothécaire. C'était une robe en soie longue sur mesure de Madame Dubois, une artisane parisienne recluse, dont la liste de clients comprenait environ 15 femmes dans le monde, la plupart étant des reines ou des milliardaires. C'était un vert forêt sombre, sans paillettes, sans fente. Sa puissance résidait dans sa structure minimaliste parfaite, une robe si exquisement coupée qu'elle semblait flotter autour d'elle. Rodrigo, dont le goût penchait pour les étiquettes ostentatoires de Valeriano et Versace, ne pouvait tout simplement pas le comprendre. « Je ne peux pas croire que tu aies mis ça », murmura-t-il, alors qu'il s'arrêtait sur le trottoir devant le musée du Prado. L'air nocturne était électrique de flash et de cris. « Tu auras Irina », dit Anna d'une voix inexpressive. « Je suis sûr qu'elle sera une distraction. »« Bon sang », dit-il, sans même enregistrer son ton. Il sortit de la voiture, ajustant son smoking sur mesure. Il offrit à Anna une main formelle, la tirant sur le trottoir et immédiatement dans le mur de son. « Rodrigo Torres, par ici, Monsieur Torres, Helios Dynamica, un mot pour la haute société madrilène. » Rodrigo sourit, son visage public se mettant en place. Il était un dieu de l'industrie, et ceci était son Olympe. Il posa une main sur le dos d'Anna, un geste possessif et froid pour les caméras. « Ma femme Anna et moi sommes ravis d'être ici, » dit-il à Carmen Garcia, une reporter au sourire de requin. « Le gala des innovateurs fait un travail vital. Anna, tu sembles discrète, » dit Carmen, ses yeux parcourant la robe verte avec une légère déception. « Rodrigo,
Tout le monde parle du projet H2. Vas-tu vraiment alimenter tout Hong Kong? Pas seulement l'alimenter, Carmen. Nous allons le changer, dit Rodrigo, se gonflant. Helios est le futur, et le futur reste... Rodrigo, chéri. Une voix comme du verre brisé coupa le vacarme. Une Bentley décapotable cramoisie s'était arrêtée juste derrière leur escalade, une violation flagrante du protocole. Et d'elle sortit Irina Sanchez. Elle était une vision en rouge feu. La robe Valeriano était une merveille d'ingénierie de tissu stratégiquement placée, montrant sa silhouette chirurgicalement améliorée. Elle était dos nu, sans manches et avec une fente jusqu'à la hanche. Les diamants brillaient à sa gorge et à ses poignets. Elle était, comme Rodrigo l'avait souhaité, dangereuse. La main de Rodrigo tomba immédiatement du dos d'Anna. Un sourire lent et authentique s'étendit sur son visage. « Irina » exhala-t-il. La presse entra en frénésie. C'était la photo qu'il voulait, le triangle amoureux, le jeu de pouvoir public. « Irina, par ici. De qui est la robe, Irina? Vous et Rodrigo Torres êtes officiels? » Irina s'approcha, se glissant près d'Anna, comme si elle était une vestiaire. « Oh, Anna, salut, » dit-elle avec un roulement des yeux méprisant. « J'adore la couleur, si terreuse. » Puis elle se retourna et entoura le cou de Rodrigo de ses bras, l'embrassant directement sur la bouche. Ce n'était pas un petit bisou. C'était un baiser long, lent et prêt pour la caméra. Les flashs explosèrent, transformant la nuit en un blackout stroboscopique et agonisant. Anna resta figée à 1 mètre de distance. Elle devint invisible. Les reporters, les photographes, tous lui tournèrent le dos, créant un cercle autour de Rodrigo et Irina. « Rodrigo, petit coquin !» rit Carmen Garcia. « C'est un Valeriano sur mesure, n'est-ce pas? Vous deux êtes le couple de pouvoir ultime. » Rodrigo rit, son bras maintenant fermement autour de la taille fine d'Irina. Il l'attira vers lui. « Elle est déjà mon porte-bonheur », annonça-t-il à la foule assez fort pour qu'Anna l'entende clairement. « Un homme a besoin d'une partenaire qui n'a pas peur des projecteurs, n'est-ce pas? » Il posa pour photo après photo. Rodrigo et Irina. Rodrigo attrapant le menton d'Irina de manière ludique. Irina riant la tête en arrière. Anna resta debout au bord du tapis. Seule. La foule s'était simplement séparée autour d'elle. Un garde de sécurité, la voyant abandonnée, fit un geste vague. « Madame, c'est vous? Avec la fête? Vous devez passer à l'intérieur. » Passer à l'intérieur. Elle avait été effacée. Son mari, devant toute la presse de Madrid, l'avait remplacée publiquement et délibérément. Son entraînement royal était la seule chose qui la maintenait droite. De la posture, la voix de son père résonna dans sa tête. Une reine ne tressaille pas, ne tremble pas, elle endure, et ensuite elle agit. Mais elle n'était pas une reine. Pas ici. Ici, elle était juste Ana Vargas, l'épouse écartée. Elle regarda Rodrigo. Il la regarda par-dessus l'épaule d'Irina. Il n'était pas désolé, ni même coupable. Il lui fit un petit haussement d'épaule sympathique, comme pour dire « À quoi t'attendais-tu » Ce fut le moment, la dernière fracture capillaire qui brisa son cœur en deux. L'espoir qu'elle avait nourri que ce ne fût qu'une phase, que le Rodrigo qu'elle avait épousé soit encore là. Mourut. Il se flétrit sur les marches du Prado, sous l'éclat brutal des paparazzi. Avec une dignité qu'elle ne ressentait pas, Anna tourna le dos à la scène. Elle garda la tête haute et monta le grand escalier, la soie verte de sa robe chuchotant derrière elle. Elle entra seule
Rodrigo ne se rendit pas compte qu'elle était partie avant 5 bonnes minutes. Le grand salon était une mer de tables étincelantes, d'imposants arrangements floraux et du rugissement assourdissant de l'élite madrilène. Les serveurs, portant des plateaux de champagne et de blinis au caviar, naviguaient parmi la foule vêtue de créateurs. Anna obtint un verre d'eau et trouva sa table. Table 1, la table principale, celle réservée pour le visionnaire de l'année. Elle vit les cartons de placement. Au centre, M. Rodrigo Torres. À sa droite, Mademoiselle Irina Sanchez. À sa gauche, à côté d'un jeune membre du conseil qu'elle n'avait jamais rencontré, Madame Ana Torres. Il n'avait pas seulement amené sa maîtresse, il lui avait donné le siège d'honneur. Le siège d'Anna. Elle se tint près de la chaise, sa main appuyée sur le dossier. C'était un mouvement calculé, conçu pour l'humilier, pour la pousser, pour faire d'elle celle qui causerait une scène en exigeant sa place légitime. Il essayait de la provoquer pour qu'elle soit la femme folle et qu'il puisse être la victime. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle prit une profonde inspiration. Elle prit son propre carton de placement, Madame Ana Torres, et le déplaça silencieusement. Elle le plaça à l'extrémité opposée de la table, entre un journaliste technologique et une vieille philanthrope. Puis elle prit ce siège, le dos droit, et commença à boire son eau comme si c'était précisément l'endroit où elle devait être. Quelques instants plus tard, Rodrigo arriva, enflammé par sa victoire sur le tapis rouge. Irina s'accrochait à son bras, sa robe rouge comme une coupure de couleur dans la salle dorée. « Rodrigo, chéri, ils t'ont mis juste au centre, comme il se doit », gazouilla Irina. Rodrigo acquiesça, satisfait, puis ses yeux scannèrent de la table. Il vit Anna à l'extrémité opposée, parlant à voix basse avec la philanthrope, Madame Radler. Son visage se tendit d'agacement. Il avait voulu la confrontation. Il avait voulu qu'elle pleure, crie, exige qu'Irina parte pour que lui puisse soupirer et dire à la table « Vous voyez ce avec quoi je dois composer ». Sa soumission, son calme, l'enrageaient. Il s'assit, tirant la chaise pour Irina, qui s'installa à la place d'Anna comme une reine, réclamant un trône. Le dîner commença. Ce fut une torture au ralenti. De sa position, Anna avait une vue parfaite de son mari et de sa maîtresse. Elle observa Rodrigo placer sa main sur la cuisse d'Irina. Elle observa comment il lui chuchotait à l'oreille, la faisant rire d'un hennissement bruyant et abrasif. Elle le vit nourrir Irina d'une bouchée de son foie gras poêlé. La table, pleine de membres du conseil de Rodrigo et d'autres titans technologiques, ignorait délibérément la dynamique. Il parlait à Rodrigo de projection. Il parlait à Irina de sa marque. Il ne parlait pas du tout à Anna. Ce fut la partie qui fit le plus mal. C'étaient des gens qu'elle avait invités chez elle. Elle avait planifié leur dîner, charmé leurs femmes, retenu les noms de leurs enfants. Et maintenant, face à l'infidélité publique de Rodrigo, tous lui avaient tourné le dos, parce qu'il avait le pouvoir. Finalement, Clara Montero, une socialité rivale à la langue notoirement acérée, se glissa depuis une autre table. « Anna, chérie, » dit Clara, sa voix dégoulinant de fausse sympathie, « tu es si incroyablement courageuse. Juste assise là à regarder ça, c'est comme un accident de voiture. Rodrigo est simplement impossible, n'est-ce pas? Et cette robe d'Irina, elle crie si fort que je peux à peine m'entendre penser. Ce n'était pas du soutien. C'était une attaque sociale conçue pour voir si Anna s'effondrerait. Anna donna à Clara un petit sourire froid. « Clara, c'est gentil de ta part de venir. Je ne suis pas courageuse. Je profite juste du saumon. Et Rodrigo est... Rodrigo. Tu sais combien il aime sa vision. Je trouve que le mieux est simplement de le laisser, de se concentrer. » Le sourire de Clara vacilla,
déçu par le manque de drame. « Eh bien, tu es une meilleure femme que moi. » Elle s'éclipsa. Le calme d'Anna était aussi fin que du papier. Elle sentait les regards de toutes les ailes sur elle. Il chuchotait. « Regarde-la. Elle laisse juste passer. Elle n'a aucun amour-propre. Elle devait se lever. Elle avait besoin d'air. »« Excusez-moi, » murmura-t-elle à Madame Radler. Elle se leva et marcha non pas vers la sortie principale, mais vers les portes de la terrasse. Ses jambes semblaient faibles. Le son de la fête s'estompa, remplacé par l'air frais de la nuit et le son lointain des sirènes. Elle s'accrocha à la balustrade en pierre froide qui donnait sur le parc. Le masque vola en éclats, ses épaules se voûtèrent et un sanglot sec et silencieux lui échappa. Elle avait échoué. Elle avait essayé d'être une personne normale, et elle avait été brisée par un homme qui ne la méritait pas. Elle lui avait donné sa confiance, son soutien, et à travers le fonds de sa famille, l'argent même qui avait construit son empire. Et il l'avait payé avec ça. Elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'elle écrivait le message à Sarah. « C'est pire que ce que je pensais. Il a fait son coup. J'ai fini. Exécute le protocole. » Une réponse arriva instantanément. « Bien reçu. L'actif est en place. Il attend votre signal. » Une nouvelle sensation écarta la douleur. Elle était froide, aiguë et familière. C'était la sensation du pouvoir. Pas le pouvoir ostentatoire et désespéré auquel aspirait Rodrigo, mais le pouvoir profond, tranquille et tectonique de son lignage. Elle respira une dernière et tremblante bouffée d'air de la ville, essuyant la seule larme de sa joue. Elle retoucha son rouge à lèvres. Le masque revint en place, mais cette fois, ce n'était pas le masque d'une victime. C'était le masque d'une monarque. Elle se retourna et retourna dans la salle de bal, sa robe verte ondulant derrière elle. Elle n'était plus Anna Vargas, l'épouse souffrante. Elle était Ariana, princesse d'Eldoria. Et la fête ne faisait que commencer. Anna retourna à son siège juste au moment où l'on retirait les assiettes de salade. L'ambiance à la table était devenue plus bruyante, alimentée par le champagne et l'ego colossal de Rodrigo. Il était le centre de l'attention, racontant à la table une histoire sur son acquisition hostile d'un concurrent plus petit. « Alors je lui ai dit, » tonna Rodrigo. « Je lui ai dit, tu peux partir avec ta dignité, ou je peux te prendre ta dignité et ton entreprise. Il a mal choisi. » La table éclata de rire. Un cœur de flatteur. « Tu es un requin, Rodrigo, un tueur total !» ronronna Irina, passant un doigt rouge et en forme de griffe sur le revers de son costume. « C'est pour ça que tu es un visionnaire. Et lui est... Eh bien, qui se souvient de son nom? »« Exactement, » dit Rodrigo, buvant son champagne. Ses yeux, froids et évaluateurs, se posèrent sur Anna à l'autre bout de la table. « C'est la leçon. Tu dois être un tueur. Tu dois être impitoyable. Tu dois couper le poids mort, les choses qui te freinent. N'est-ce que pas, Gunn? » La table entière devint silencieuse. Il s'adressait directement à elle. C'était ça. Anna croisa son regard. Sa voix était ferme, se projetant parfaitement vers chaque personne à la table. « J'ai toujours trouvé que les requins, Rodrigo, sont assez prévisibles. Tout en appétit, sans finesse. Ils sont impressionnants, je suppose, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une baleine bleue. Un animal de pouvoir véritable, immense et silencieux. » La métaphore et la glace dans son ton le prirent par surprise. Le journaliste technologique commença à prendre des notes. Le visage de Rodrigo rougit, un rouge sombre et colérique.
Il avait espéré qu'elle se recroquevillerait. Au lieu de cela, elle l'avait insulté. Irina, sentant le changement, intervint. « Ah, Anna, toujours avec le pouvoir silencieux. Si ennuyeux. Pendant que tu te consacres à arranger des fleurs pour la guilde de l'hôpital, moi j'aide Rodrigo à conclure des affaires. Ça, c'est du vrai pouvoir. Cette robe, elle fit un geste vers son propre corps, a probablement conclu plus d'affaires ce soir que tout ton budget de charité. »« C'est tout à fait possible, » répondit Anna. Son sourire ne vacilla jamais. « Nous opérons clairement sur des marchés très différents, Irina. Il semble que tu sois dans le secteur des locations à court terme. Moi, je préfère les investissements à long terme. Des choses qui perdurent, comme l'héritage et l'art. » Le double sens était exquis. La vieille philanthrope, Madame Radler, s'étrangla avec son eau, essayant de cacher un rire. Irina, pas assez brillante pour saisir la nuance, mais assez perspicace pour sentir la pique, était furieuse. « Toi, petite condescendante, ça suffit !» Rodrigo frappa la main sur la table, faisant vibrer les couverts. Tout le salon, semble-t-il, se tourna pour regarder. Il perdait le contrôle. Elle s'était glissée sous sa peau. Il se leva, parcourut la table et se dressa au-dessus d'elle. Son visage était un masque de fureur. « Qui diable crois-tu être ?» siffla-t-il d'une voix basse et venimeuse. « Je suis ta femme, Rodrigo, » dit-elle, toujours assise, l'obligeant à la regarder de haut en bas. « Tu n'es rien, » siffla-t-il. « Tu n'es personne. Tu es une Vargas de Séville, ce qui ne signifie rien. Tu n'as rien apporté à ce mariage. Ni argent, ni connexion que je ne pourrais obtenir par moi-même. Tu es juste ça. Tu es une pièce de décoration, obsolète, une toile de fond. » Il projetait. Il se décrivait lui-même, sans elle. « C'est ainsi ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. « Oui, c'est ainsi, » tremblait-il de rage. « C'est ma soirée, mon prix. Je suis le visionnaire. Et toi, tu es juste le poids mort dont je parlais. Honnêtement, Irina au moins comprend le pouvoir de cette salle. Toi, tu occupes juste un bon siège. C'était l'ultime dégradation publique. »« Rodrigo, non, » murmura le directeur financier, David Lopez, depuis l'autre côté de la table. Il semblait pâle. « Non quoi, David? Dis la vérité, » grogna Rodrigo. Puis il fit l'impardonnable. Il se pencha et attrapa le bras d'Anna, ses doigts s'enfonçant comme des griffes. Il la mit debout. « Lève-toi, » lui ordonna-t-il. « Rentre chez toi. Tu m'embarrasses. » Un halètement collectif parcourut les tables voisines. Carmen Garcia, la reporter, écrivait déjà sur son téléphone, ses yeux écarquillés d'une joie malicieuse. Anna regarda sa main sur son bras. Elle regarda son visage tordu et en colère. Elle ne ressentit pas de peur. Juste une pitié profonde et froide. « Lâche-moi, Rodrigo, » dit-elle. « Pourquoi faire ?» se moqua-t-il. « Pour que tu ailles écrire dans ton journal intime, pour que tu ailles regarder tes peintures poussiéreuses. »« Non, » dit-elle, sa voix claire comme une cloche. « Je vais passer un appel téléphonique. » Il rit, un son court et laid. « Un appel téléphonique à qui? À ton jardinier? À la guilde de l'hôpital? » Il la poussa avec force vers la sortie. « Pars! J'en ai marre de regarder ton visage pathétique de petite souris. » Anna trébucha, s'appuyant sur le dossier d'une chaise. Toute la salle l'observait maintenant. La musique s'était arrêtée. Elle redressa sa robe. Elle lissa la soie sur le bras où avaient été ses doigts. Elle le regarda, et pour la première fois ce soir-là, Rodrigo vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère.
c'était de l'autorité. « Comme tu voudras, » dit-elle. Elle se tourna non pas vers la sortie principale, mais vers le couloir privé sur le côté de la scène, celui qui menait aux loges. « Où va-t-elle » se moqua Irina. « Probablement pleurer dans les toilettes. »« Laisse-la » dit Rodrigo en ajustant son smoking, essayant de retrouver son calme. La poubelle s'est sortie toute seule. Il retourna à son siège, respirant difficilement, mais avec un sourire de triomphe sur le visage. Il avait enfin gagné. Il l'avait brisé. Il se servit un verre de champagne frais. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. Alors qu'Anna sortait, le directeur financier de Rodrigo, David Lopez, se pencha, le visage couleur de cendre. « Rodrigo, c'était une erreur, » murmura David, les yeux nerveux. « C'était une nécessité, » lâcha Rodrigo. « Elle me sapait. Sers-toi un verre maintenant, David. Nous sommes sur le point d'être honorés. » « Rodrigo, tu ne comprends pas. » David pressa sa voix, tendue. « J'ai reçu une alerte pendant le dîner, un drapeau rouge de nos partenaires financiers. » La bonne humeur de Rodrigo s'évanouit instantanément. « Quoi? Quel drapeau rouge? L'accord de Hong Kong. Non, nos investisseurs principaux, le Fonds souverain eldorien, ceux qui possèdent 60% de notre capital. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? » dit Rodrigo, essayant de paraître décontracté. Helios Dynamica était construite sur une montagne de dettes, avec un effet de levier contre la technologie verte qu'il avait promis de livrer. Sa vision était, en fait, un pari à haut risque. Le projet dépassait le budget et avait des mois de retard. Il avait manipulé les livres pour les rapports trimestriels, cachant le rythme des dépenses, et il avait désespérément besoin d'un autre tour de financement. Le Fonds eldorien, anonyme, silencieux et basé en Europe, était sa bouée de sauvetage. « Ils ont été silencieux pendant 3 mois, » dit David en sueur. « Tu sais que nous sommes endettés jusqu'au cou, le nouveau projet en mer de Chine méridionale. C'est un gouffre financier. Nous dépensons 50 millions par semaine. La tranche eldorienne, les prochains 500 millions de dollars. Elle arrivait à échéance hier. Le cœur de Rodrigo martela. Ils paieront. C'est un retard bureaucratique. Ce sont des Européens du vieux monde. Ils bougent lentement. Ils ne bougent pas lentement quand il s'agit d'intérêt, Rodrigo, siffla David. La clause de pénalité est dans cet accord. S'ils exigent notre prêt, nous sommes insolvables. Pas seulement l'entreprise. Toi, tu as signé une garantie personnelle contre toute la série B. Nous serions en faillite d'ici... mardi. Rodrigo le regarda fixement. Faillite? Le mot était absurde. Il était dans un smoking à 10 000 € sur le point de gagner le visionnaire de l'année. Oui, faillite, confirma David. J'ai envoyé des emails à leurs représentants à Zurich toute la journée. Rien, juste en attente d'instructions. Puis, il y a 10 minutes, j'ai reçu ça. Il glissa son téléphone sous la table. C'était un email d'une ligne du conseiller juridique du fonds. Nous sommes conscients de la situation. Un principal est déjà sur place et évalue la viabilité de l'investissement. Ne procédez à aucune annonce. Rodrigo resta glacé. Un principal est sur place, ici à ce gala. C'est ce que ça dit, murmura David. L'esprit de Rodrigo s'emballa. Qui? Il scanna la salle. Ses yeux se posèrent sur les gestionnaires de fonds spéculatifs, les milliardaires de la tech. Qui était le principal Eldorian? Était-ce la vieille Madame Adler avec qui Anna avait parlé? Était-ce cette rivale de l'autre table? Il ressentit soudain une peur primale qui lui tordait les entrailles. Tout son empire, toute sa vie, était un château de cartes.
Il avait été si concentré sur l'humiliation sociale de sa femme qu'il n'avait pas réalisé que son humiliation financière était imminente. « Ce prix, » dit Rodrigo, sa voix maintenant un murmure tendu. « Mon discours. Je dois le rendre parfait. Je dois projeter de la confiance. Quiconque est ce principal a besoin de voir que je suis Helios Dynamica, que je suis la vision. Ils sont ici pour voir le roi. Rodrigo, je crois que tu devrais être humble, conseilla David. Remercie les investisseurs. Remercie Anna. Tu viens de virer ta femme du gala, mec. Et si ce principal a vu que tu sembles instable? Non, dit Rodrigo, son arrogance se réaffirmant, alimentée par la panique. Montre de la force. Montre que je suis impitoyable. C'est ce dans quoi ils ont investi. Je suis un requin. Souviens-toi, ils ont besoin de savoir que le requin a toujours faim. Il regarda vers Irina, qui était occupée à se faire un selfie, les lèvres pincées. Elle était son porte-bonheur, sa partenaire. Mais en la regardant maintenant, il ne vit qu'un passif superficiel. Et il avait lié son destin à elle. Et en ce faisant, il venait d'aliéner publiquement sa femme tranquille, stable et riche. Juste au moment où il pourrait avoir le plus besoin de ses connexions. Il avait toujours supposé que la famille Vargas d'Anna était simplement aisée. Et si elle ne l'était pas? Et si son vieil argent était du vrai argent? Une sensation de nausée lui monta à la gorge, et maintenant, une voix retentit depuis la scène. L'événement principal. S'il vous plaît, accueillons notre hôte, Jaime Campos. Rodrigo se leva, les jambes tremblantes. Il devait prononcer le discours de sa vie. Il devait sauver son entreprise. Jaime Campos, un présentateur de nouvelles charismatiques, monta sur scène sous des applaudissements tonitruants. « Bonsoir, innovateur. Ce soir, nous honorons un homme qui a regardé le soleil. Eh bien, a décidé de le mettre en bouteille. Il est l'esprit derrière Helios Dynamica, une entreprise qui a redéfini l'énergie verte. Mesdames et messieurs, le visionnaire de l'année, Monsieur Rodrigo Torres. » Un projecteur illumina sa table. Rodrigo se leva. Il redressa sa cravate. Il vit le visage terrifié de David Lopez. Il vit le sourire adorateur et vide d'Irina. Il embrassa Irina. Un baiser long et possessif pour les caméras. C'était une marque de propriété, un signal désespéré de pouvoir. « C'est pour nous », lui chuchota-t-il, puis il se dirigea vers la scène. Il accepta le prix en cristal. Il s'accrocha aux côtés du pupitre, les lumières brillantes lui chauffant le visage, et sa panique commença à diminuer, remplacée par son ego divin familier. Il était un visionnaire. Il était le roi. Ce principal du fond eldorien était là-bas, à regarder, et il allait les éblouir. « Merci », commença-t-il, sa voix douce comme du velours. « Merci, Jaime. Merci au conseil. » Visionnaire. C'est un mot puissant. Il fit une pause, regardant la mer de visage. Un visionnaire voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Un visionnaire n'a pas peur de l'avenir. Il ne craint pas d'être impitoyable. Il ne craint pas de prendre des décisions difficiles, de couper les partis qui échouent, de rejeter le poids mort qui les freine. Il était dans son élément maintenant. Mon entreprise, Helios Dynamica, est le futur. Nous construisons des tours de lumière. Nous propulsons le monde. Mais on ne fait pas cela en étant timide. Il laissa le mot timide flotter dans l'air. J'ai eu des personnes dans ma vie, des personnes bien intentionnées, qui voient mon ambition et se recroquevillent. Elles ont peur. Je leur disais que je voulais construire une tour qui toucherait le ciel, et elles me demandaient si le conseil de l'urbanisme l'approuverait.
Une vague de rires complices parcourut la foule. Beaucoup d'entre eux l'avaient entendu utiliser cette insulte voilée contre Anna auparavant. « Elle me demandait à propos du zonage », répéta-t-il en souriant. « Elle me demandait à propos des délais appropriés et de la croissance durable. Elles sont le papier peint du monde. Nécessaire, je suppose. Mais on ne leur prête jamais attention. » La caméra pivota vers sa table, se concentrant sur le siège vide où Anna avait été. Puis elle pivota vers Irina, qui lui lança un baiser. « Le futur, continua Rodrigo, n'appartient pas au papier peint. Il appartient aux audacieux. Il appartient au feu. Vous avez besoin d'un partenaire dans cette vie qui comprenne le combat. Quelqu'un qui n'ait pas peur des projecteurs, qui n'ait pas peur de se brûler. Quelqu'un qui voit votre tour et vous demande de quelle couleur sera le penthouse. » La foule applaudit. C'était une bonne phrase. Alors, j'accepte ce prix non seulement pour moi, mais pour cet esprit, l'esprit de la disruption. L'esprit qui sait quand s'accrocher et quand lâcher prise. Il regardait directement la chaise vide maintenant, un adieu public final. Ma femme Anna est une femme merveilleuse, d'une autre époque, une époque de galeries tranquilles et de livres poussiéreux. Mais le monde bouge vite, et moi, pour ma part, je refuse de rester derrière. Il leva le prix en cristal. Merci, nous allons construire le futur. Les applaudissements furent assourdissants. Il avait réussi. Il avait défini sa propre narrative. Il était le visionnaire impitoyable. Anna était le passé. Irina était le futur. Sûrement le principal eldorien dans l'audience l'avait vu. Il était un gagnant. Il descendit de scène plein d'adrénaline et étreignit Irina, qui l'attendait en coulisses. « Tu as été incroyable, chérie. Poids mort, papier peint, tu l'as détruite », s'exclama Irina. « J'ai juste dit la vérité », dit Rodrigo, se sentant invincible. C'est à ce moment de triomphe suprême que Jamie Campos, l'hôte, revint au pupitre, le visage pâle et les mains visiblement tremblantes. « Mesdames et messieurs », balbutia Campos, lisant une carte qu'on venait de lui remettre. « Nous avons un ajout non programmé au programme, un invité surprise, un mécène de cette institution et une figure significative de la finance mondiale. » Il a demandé un moment pour parler. Rodrigo et Irina firent une pause, observant depuis le côté de la scène. « S'il vous plaît, » dit Campos d'une voix tremblante, « veuillez accueillir sur scène Sa Majesté le roi Terron d'Eldoria. » Pendant que Rodrigo prononçait son discours, une scène très différente se déroulait dehors. Un convoi diplomatique composé de 3 berlines, des Mercedes Maybach noirs et 2 véhicules d'escorte policière s'étaient arrêtés silencieusement à l'entrée privée pour le personnel du musée, loin du tapis rouge. Les véhicules ne portaient pas de plaque d'immatriculation, seulement l'écusson diplomatique doré du Griffon. Au moment où le véhicule s'arrêta, une équipe de 6 hommes, tous en costume noir affûté et oreillettes, sortit et forma un périmètre. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel, c'était la garde royale eldorienne. La porte de la voiture principale fut ouverte par un homme grand au visage sévère. Grégor, le chef de la sécurité du roi. Sa Majesté le roi Terron d'Eldoria sortit. C'était un homme d'une 60aine d'années. Grand, avec une chevelure argentée et une barbe blanche bien taillée. Il portait un smoking parfaitement coupé, mais croisé sur sa poitrine, il portait l'écharpe cramoisie de l'ordre du Griffon, et épinglé à son revers se trouvait l'étoile de l'ordre. Ce n'était pas un homme assistant à une fête. C'était un monarque en affaires d'État. Il leva les yeux vers les lumières ostentatoires du gala, avec une expression de profond dédain. « Grégor, » dit le roi, sa voix un murmure bas et cultivé. « La princesse est-elle en sécurité? »« Oui, Sa Majesté.
Elle est dans la loge, comme demandé. Elle a donné le signal. L'humiliation est complète. Bien, dit le roi, un feu froid dans ses yeux bleus. J'ai donné à ce garçon 3 ans. 3 ans pour voir le joyau qu'il avait, et il a essayé de l'échanger contre du verre. Il apprendra la différence ce soir. Le roi et sa suite traversèrent les couloirs ouverts, les couloirs arrière du musée. Le personnel de l'événement, voyant l'écharpe, la sécurité et l'aura indéniable de commandement, s'écarta simplement de leur chemin. Ils arrivèrent à la loge privée où Anna était allée. Elle se leva quand il entra. L'épouse Petite Souris était partie. À sa place se tenait une princesse. Son dos était droit, son menton haut, et ses yeux étaient du même bleu froid et évaluateur que ceux de son père. « Papa », dit-elle en inclinant la tête. Il s'approcha d'elle et l'embrassa sur le front. « Ariana, ma fille, tu as enduré. Je suis si fier et si en colère. »« Il a posé les mains sur moi, » murmura-t-elle, la dernière trace d'Anna affleurant. Les yeux du roi se durcirent. « Je sais, je l'ai vu sur l'enregistrement de sécurité. »« Grégor, avez-vous vos ordres ?»« Oui, Sa Majesté, » dit Grégor. « Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais mariage, Ariana, » continua le roi, lui prenant la main. « Il s'agit d'une insulte à la couronne. Helios Dynamica était ton projet, ta tentative de construire quelque chose de bien dans le monde. Il l'a corrompu et t'a humilié. Cela finit maintenant. »« Et le discours ?» demanda-t-elle. « Qu'en est-il? Il est sur le point d'accepter son prix. Il va utiliser la scène. » Un sourire mince et dangereux traversa le visage du roi. « Excellent. Qu'il monte aussi haut qu'il le peut. Cela rendra la chute beaucoup plus visionnaire. » Il se tourna vers son aide de camp. « C'est l'heure, informez l'hôte. » L'aide de camp hocha la tête et sortit de la pièce. Il trouva Jaime Campos juste au moment où Rodrigo descendait de scène, euphorique de ses propres applaudissements. « Monsieur Campos, » dit l'aide de camp, montrant des accréditations diplomatiques. « Qui? Quoi? Je suis occupé, » dit Campos nerveux. « Vous allez écouter. Sa Majesté le roi Théron d'Eldoria est ici. C'est un mécène principal de ce musée et c'est l'actionnaire principal de l'entreprise visionnaire de ce soir. Il parlera ensuite. » Le sang de Campos se glaça. Le roi Théron, le monarque reclus et absurdement riche, dont la nation était essentiellement une banque souveraine privée, ici. Il n'est pas sur la liste. Maintenant, il l'est, dit l'aide de camp. Annoncez-le. Campos, regardant la garde royale qui flanquait le couloir, manqua de s'évanouir. Il retourna en titubant au pupitre, le cœur battant la chamade, et fit l'annonce qui fit taire la salle. Le silence dans la salle de bal était absolu. On pouvait entendre la glace fondre dans 1000 verres. Roi Théron, d'Eldoria. Ici. Rodrigo et Irina, debout en coulisses, se figèrent. Le visage de Rodrigo devint blanc. « Eldoria » murmura-t-il. « Fonds souverain eldorien. »« Quoi » dit Irina agacée. « Qui est-ce c'est » Il a interrompu ton moment. « Tais-toi, Irina » siffla Rodrigo. Tout son corps tremblait. « Juste tais-toi » Le roi Théron monta sur scène. Il ne se précipita pas. Il se déplaça avec un pas mesuré et royal qui domina tout l'espace. Il ajusta le microphone, ses yeux parcourant les visages surpris et levés de l'élite madrilène. « Bonsoir » sa voix retentit, avec un léger accent européen indéfinissable. « Je m'excuse d'interrompre votre célébration. Je ne suis pas, en règle générale,
un admirateur des galas. Je suis ici ce soir pour 2 raisons. 1 comme mécène et 2 comme père. Un murmure confus se répandit dans la foule. Les yeux du roi trouvèrent Rodrigo, qui était paralysé sur le côté de la scène. « Monsieur Rodrigo Torres », appela le roi. Le projecteur qui avait été au centre pivota pour trouver Rodrigo, l'immobilisant comme un animal effrayé. « Monsieur Torres », continua le roi, sa voix teinte de mépris. « Un visionnaire, un requin, un tueur, ce sont les mots qu'il utilise pour se décrire lui-même. » Son discours était très passionné. Il a parlé de vision, mais il semble que sa vision soit critiquement limitée. Il n'a pas pu voir ce qu'il avait devant lui. Rodrigo suffoquait. « Non. Il a parlé de sa femme, » dit le roi, sa voix s'élevant avec colère. Il l'a appelé papier peint. Il l'a appelé poids mort. Il l'a rejeté comme une Vargas de Séville. Le roi fit une pause. « Permettez-moi de corriger le dossier. Son nom n'est pas Ana Vargas. C'est un nom qu'elle a pris dans votre pays pour vivre une vie simple, pour trouver un homme qui pourrait l'aimer pour son cœur et non pour sa position. » Il se tourna et fit un geste vers les coulisses opposées à celles où se trouvait Rodrigo. « Permettez-moi de présenter ma fille. » Ana monta sur scène. La robe verte, que Rodrigo avait appelée ennuyeuse, brillait maintenant sous les lumières de la scène comme si elle était tissée d'émeraude. Elle n'était plus voûtée par l'humiliation. Elle se tenait droite, sa posture parfaite, son visage serein et puissant. Elle paraissait à tous égards ce qu'elle était. « Voici », annonça le roi, sa voix résonnant dans le silence atone, son Altesse royale, la princesse Ariana del Doria. Un halètement collectif et assourdissant remplit la salle. Carmen Garcia, la reporter, laissa tomber son téléphone. David Lopez, le directeur financier, semblait faire une crise cardiaque. La mâchoire d'Irina se décrocha, sa bouche rouge peinte formant un O parfait d'horreur. Rodrigo secoua simplement la tête, murmurant « Non, 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 ce n'est pas ça. C'est un mensonge. C'est impossible. » « Vous l'avez rabaissé, » tonna le roi, pointant le doigt vers Rodrigo. « Vous l'avez humilié. Vous avez posé les mains sur elle. Vous avez fait cela dans une salle pleine de gens, sans savoir que mes gens regardaient aussi. Vous avez parlé de poison mort, Monsieur Torres. » Le roi continua, sa voix descendant à un niveau dangereusement glacial. « Permettez-moi d'être clair. Le seul poids mort dans votre vie était votre entreprise, Helios Dynamica, une entreprise pour laquelle ma fille, la princesse Ariana, a plaidé personnellement. Le roi marcha jusqu'au centre de la scène. Vous avez envoyé vos rapports falsifiés et optimistes à un fonds anonyme à Zurich. Monsieur Torres, ce fonds est l'Eldoria, et l'Eldoria, c'est moi. » Il regarda Ana. « Non, c'est incorrect. C'est elle. » Ana fit un pas en avant vers le micro. Sa voix, non plus petite souris ni timide, résonna avec la clarté d'une cloche de cristal. « Rodrigo, » dit-elle. Toute la salle pendue à chacune de ses paroles. Le fonds souverain eldorien, qui possède 60% d'Helios Dynamica, c'est moi. Je suis la présidente du conseil. Je suis le principal qui attendait. Je suis votre investisseur. Je suis votre patronne. Les jambes de Rodrigo cédèrent. Il s'effondra physiquement contre le mur de la scène, glissant jusqu'au sol. « Faillite ?» s'étrangla-t-il. « Faillite ? 60% ?» chuchota Irina avec des yeux écarquillés de calculs cupides et horrifiés. « Elle l'est. C'est une milliardaire, une princesse. » Les yeux d'Ana parcoururent la salle. « Je voulais un mariage, Rodrigo, pas une fusion. Je voulais un partenaire qui me voie moi, pas un titre,
ou un compte bancaire. Maintenant, je vois que c'était une erreur. Tu avais raison sur une chose. Tu as besoin d'une partenaire tueuse. Elle lui adressa un sourire froid et dévastateur. Et tu l'avais. Tu ne t'en es simplement jamais rendu compte. La salle de bal était un chaos. La presse, qui avait été tenue à l'écart, brisa les cordes de velours. Les caméras ne faisaient pas la mise au point sur la scène, mais sur le tas froissé qu'était Rodrigo Torres et le visage horrifié d'Irina Sanchez. « Monsieur Torres, est-ce vrai? Êtes-vous en faillite? Princesse Ariana, Princesse Ariana. » Sur scène, Anna continua, sa voix coupant le bruit. Avec effet immédiat, le conseil d'Helios Dynamica, mon conseil, a convoqué une session d'urgence. Vous, Rodrigo, êtes suspendu en tant que PDG, en attente d'un audit judiciaire complet et indépendant de vos dépenses et de vos projections. Elle regarda intentionnellement Irina, qui était toujours figée dans sa robe cramoisie. Un audit complet, y compris tous les appartements corporatifs, tous les voyages et tous les honoraires de consultation payés au cours des 12 derniers mois. Irina comprit enfin. Elle ne perdait pas seulement un petit ami milliardaire. Maintenant, elle était impliquée dans sa fraude. La vision que Rodrigo avait vendue était un mensonge, et l'argent qu'il avait dépensé pour elle était celui d'Anna. Prise de panique, Irina fit la seule chose qu'elle savait faire, se battre pour la nouvelle source de pouvoir. « Anna !» cria-t-elle, trébuchant vers la scène. « Princesse, princesse, oh mon Dieu, je n'avais aucune idée. Il m'a dit que vous étiez séparés. Il m'a dit que tu n'étais personne. Je suis aussi une victime dans tout ça. » Elle essaya de monter les petits escaliers vers la scène. Grégor, le chef de la sécurité du roi, s'interposa simplement sur son chemin. Un mur de muscles immobile. Anna regarda la socialité en pleurs et désespérée. La femme qui, 1 heure plus tôt, l'avait appelée ennuyeuse et terreuse. « Pars !» dit-elle, son visage étant un masque grotesque de larmes et de maquillage fondu. « Mais nous pourrions être partenaires. J'ai une marque, je peux. »« Pars !» répéta Anna, lui tournant le dos. Irina, humiliée au-delà de toute récupération, laissa échapper un gémissement, se retourna et s'enfuit de la salle de bal, sa robe rouge traînant derrière elle comme une trace de sang. Les caméras se tournèrent vers Rodrigo. Il était à genoux, essayant de se lever. « Anna! Anna! » supplia-t-il, rampant vers la scène. « Chérie princesse, attends, nous pouvons arranger ça. C'était un malentendu. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, j'étais juste. J'étais stressé, l'entreprise, tout était pour toi. » Il arriva au bord de la scène, ses mains agrippant le tapis. Il leva les yeux, son visage détruit par la panique et les larmes suppliantes et pathétiques. Anna le regarda, l'homme qu'elle avait un jour aimé, l'homme qui l'avait appelé poids morte. « Tu ne m'aimais pas, Rodrigo, » dit-elle, sa voix dénuée de toute émotion. « Tu aimais l'idée de moi, et quand cette idée n'a pas été utile, tu as essayé de la détruire. Tu ne m'as pas détruite. Tu t'es seulement révélée toi-même. » « Non, s'il te plaît, Ariana, je ferai n'importe quoi. Ne prends pas l'entreprise. C'est ma vie. »« Non, » dit Anna, « c'était mon argent. Ta vie, Rodrigo, est ce que tu pourras construire sans lui. » Elle se tourna vers son père. « Papa, je suis prête à rentrer à la maison. »« Comme tu voudras, Votre Altesse, » dit le roi Théron, lui offrant son bras. Ils marchèrent ensemble sur la scène, un portrait de pouvoir royal et absolu. La garde royale forma un cercle parfait autour d'eux, ouvrant le passage à travers la mer de reporters
et les invités atterrés. Ils sortirent par la même porte privée par laquelle ils étaient entrés, laissant derrière eux le chaos. Rodrigo Torres resta seul sur le sol, les lumières brillantes et chaudes des caméras l'aveuglant. Son prix de visionnaire de l'année gisait oublié sur le sol, à quelques mètres de là, un fragment de cristal sans sens. Il avait vécu trop près du soleil et venait d'être réduit en cendres. La dernière chose qu'il vit avant que les gardes de sécurité ne le sortent physiquement de la salle de bal fut son directeur financier, David Lopez, déjà au téléphone avec les avocats de l'entreprise, le visage sombre. Le requin avait rencontré la baleine, et la baleine avait gagné. Anna et son père émergèrent dans l'air frais de la nuit. Le Maybach attendait avec la porte ouverte. Quand elle entra, son assistante, Sarah, l'attendait à l'intérieur avec un verre d'eau et une couverture chaude. « C'est fait, Votre Altesse », dit doucement Sarah. Anna hocha la tête, appuyant la tête sur le cuir luxueux. Elle ferma les yeux. Elle n'était pas Anna Vargas, l'épouse tranquille. Elle n'était pas Ariana, la princesse vengeresse. Elle était, pour la première fois en 3 ans, simplement libre. « Emmène-nous à l'aérodrome, Grégor », ordonna le roi. « Le jet attend, nous rentrons à la maison. » La voiture s'éloigna silencieusement du trottoir, laissant derrière elle le cirque du gala, les flashs des caméras et la ruine de Rodrigo Torres. Que se passe-t-il quand l'arrogance et l'ambition heurtent le véritable pouvoir caché? L'histoire de Rodrigo Torres et de la princesse Ariana est une fable moderne brutale. Rodrigo, aveuglé par son propre ego, voyait les femmes comme des accessoires, que ce soit une épouse tranquille, du papier peint, ou une maîtresse trophée voyante. Il n'a jamais pensé à regarder plus profondément. Il n'a jamais réalisé que le poids mort qu'il rejetait si cruellement était, en fait, la même qui le soutenait. La vengeance d'Ariana ne fut pas bruyante. Ce ne fut pas une gifle ou un cri. Ce fut un démantèlement froid, calculé et complet de l'Empire qu'il aimait plus que toute personne. Elle ne lui a pas seulement pris son entreprise. Elle lui a pris son nom, sa réputation et son avenir. Tout cela en une révélation dévastatrice. Rodrigo a appris à la dure. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin d'une robe rouge ou d'un prix en cristal. Le véritable pouvoir est simplement, et toujours, il gagne. Maintenant, c'est votre tour, public. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Anna? Laissez-nous votre commentaire. Pensez-vous que Rodrigo a reçu ce qu'il méritait? Votez dans notre sondage. Si cette histoire de justice vous a coupé le souffle, mettez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir comment le karma est livré. Et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune histoire de justice et de vengeance. Imaginez ici une image marquante d'Anna, princesse Ariana, debout sur scène aux côtés de son père, le roi, avec la robe verte émeraude, regardant avec autorité un Rodrigo Torres effondré, et une Irina Sanchez horrifiée, tandis que les femmes au flash des caméras illuminent tes siens.